Top, Bonsoir Gilbert. top, ça démarre. Ça démarre et moi je veux dire bonsoir aussi à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Il y a Gérard Carton, Michael Hortz, Yvette Flogère, Joé Brice, Marie-Rose Arroux, Alain Loutre, Julie Cochet, Michel Vanoni, Rebecca Criard et Jason Hepp. Carton, tout un programme, pourvu qu'on en fasse un. Ouais. Merci, bienvenue à vous, chers amis, et aussi chers ennemis, hein, parce que nous, on s'en fout qu'on ait des ennemis qui nous regardent, bien au contraire. Alors, quelle semaine! De quoi allons-nous parler? On a l'embarras du choix, mais comme l'actualité se bouscule et qu'un événement chasse l'autre, on est obligé quasiment de prendre ce qui arrive au dernier moment pour faire le commentaire. Alors, bien évidemment, on ne peut pas ne pas parler du professionnel des audiences qui est devenu l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, puisqu'il vient d'être condamné à 1 an de prison qu'il devrait effectuer à son domicile avec un bracelet qui ne sera pas de chez Cartier, mais qui sera cependant électronique, pas encore parce qu'il a fait appel. Et ensuite, on va évoquer la question que tout le monde découvre, mais que nous avions, nous, découverte depuis longtemps, celle de l'immigration. Au même creuset exploré. Oh, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que tout le monde en parle, même le réveil Macron a sonné. Hein. Et puis après, on va quand même, parce que ça fait partie de notre vie quotidienne, hein, vous me direz l'immigration aussi, du pouvoir d'achat, et puis quand même de ce pass sanitaire qui passe pas, hein, qui continue à être imposé et qui risque de durer au point que même une députée de La République En Marche envisage d'en faire une mesure ordinaire un peu comparable. Comme un passeport. Passeport à la carte d'identité, voilà. Donc on entre dans une société complètement liberticide, de la surveillance, du panoptique. Hein. C'est inquiétant et on va en parler. Et puis on va quand même avoir un moment de compassion pour ces femmes qui sont parties faire le djihad, rejoindre des tueurs qui ont tué au Bataclan et qui se lamentent de ce qu'elles ne peuvent pas revenir dans cette France qu'elles ont voulu ensanglanter avec leurs petits-enfants. Bon, on va en parler avec toute la franchise qui nous caractérise et pas forcément toute la bienveillance requise. Alors, les internautes, bien sûr, peuvent nous poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Ils peuvent nous suivre sur Telegram aussi après l'émission, nous retrouver sur le site internet gilbertcollard.fr et retrouver l'émission sur YouTube. Voilà, ils peuvent aussi ne pas nous regarder. Aussi, c'est une liberté. Alors, vous parliez en tout début du sommaire de cette affaire Pygmalion. Alors, ce jugement... Pygmalion. Oh, mince. Pygmalion. Alors, est-ce que vous avez été surpris par ce jugement? Plus rien ne me surprend en matière de justice. J'avais des journalistes au téléphone tout à l'heure, je ne citerai pas la station de radio, qui voulaient m'inviter pour débattre à l'heure où nous sommes ensemble. Bon, donc j'ai préféré bien évidemment ce moment d'amitié avec vous à un moment d'interview sur une radio importante. Et quand j'ai exprimé mon étonnement devant ce que je considère comme une peine un peu sévère, je ne dis pas très sévère, je dis un peu sévère, la journaliste a eu l'air étonnée, mais quand même, vous vous rendez compte, un chef de l'État qui... Je dis, mais voilà, moi mon problème, c'est de savoir quelle est la gravité de l'infraction. L'infraction est grave, bien sûr, on n'est pas encore en cours d'appel, hein, donc la décision n'est pas définitive, et il faut considérer que M. Sarkozy, pour l'instant, n'est pas condamné parce que n'étant pas définitivement condamné. Et c'est quoi d'ailleurs cette histoire Pygmalion? Vous pouvez nous rappeler c'est de quoi lié, il est accusé? tout le monde, il n'y a que vous qui ne savez pas, parce que vous confondez, quand on confond Pygmalion avec Pygmalion, c'est lié au compte de campagne de Nicolas Sarkozy. Du reste, il a été condamné pour avoir dépassé le montant de ses comptes de campagne. Ce n'est pas des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, ce sont des faits de dépassement du plafond des comptes de campagne autorisés, ce que du reste avaient fait allègrement Balladur et Chirac. Vous voyez que c'est bien de repréciser. Oui, c'est toujours utile de repréciser. Vous avez bien fait. Oui. Donc, Roland Dumas lui-même avait reconnu que les comptes de campagne
Balladur et de Jacques Chirac, essentiellement de ce dernier, était frauduleux parce que dépassant la limite autorisée. Mais Roland Dumas de dire « j'ai pas voulu créer une crise républicaine », donc Jacques Chirac, qui sera condamné à la fin de sa vie pour une autre infraction, a pu présenter des comptes tout à fait invalides, mais se retrouver tout à fait valide à la tête de l'État. Voilà. Alors, que dire de cette décision quand on la compare à d'autres décisions? On est un peu surpris. Un simple fait. Il attaque les pompiers venus porter secours à une femme enceinte. Pas Sarkozy, hein. Oui, vous m'avez fait peur. Non, mais au point où il en est, on peut tout lui Je mettre me suis sur le dit, dos, oui. vous me direz. Hein. Bon, non. Oui, parce non. qu'il avait quoi, une dizaine d'affaires, hein? 12 affaires, 12, je crois. Et alors, c'est l'individu dont je parle attaque les pompiers, qui était venu porter secours à une femme enceinte. Il menace de mort les pompiers. Les policiers arrivent, ils leur crachent dessus. Il les frappe, il est multirécidiviste et on le condamne à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Voilà, c'est quand on fait la comparaison des décisions de justice qu'on est quand même étonné. Voilà. Bon, cela étant, je me permets de vous rappeler, si vous ne vous en souvenez plus, d'un tweet qu'avait fait Nicolas Sarkozy en novembre 2015. Je le cite, hein, « Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois. » Ah. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut arriver. Je peux finir, oui? Oui, pardon. On dirait Ruth Elkrief. Je peux finir, oui? Ou Apolline de Malesherbes ou de Malherbe. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut arriver d'un mot qu'en passant, vous perdîtes. Fillon, s'il n'avait pas dit, vous imaginez le général de Gaulle mis en examen, son affaire aurait-elle eu le même impact? Je pense que lorsque Nicolas Sarkozy a tenu ce propos, qu'il n'a jamais du reste appliqué dans la réalité, hein, parce qu'on pourrait faire un catalogue de tout ce qui a été dit par les uns et par les autres et qui n'a jamais été appliqué dans la réalité. Il ne pensait pas au dépassement des comptes de campagne. Je suppose qu'il pensait au type d'infraction dont je viens de parler. Là. Encore que là, la peine n'est qu'avec du sursis. Bon. Mais c'est vrai que les hommes politiques devraient faire attention à ce qu'ils disent. C'est vrai, c'est très vrai. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'affrontement entre la justice et le politique. On a l'impression que les juges veulent mettre les hommes politiques au pas. Quand ils commettent des infractions, ils ont raison, moi je ne leur donne absolument pas tort, mais il y a une phrase très intéressante dans le jugement, c'est que quand on accomplit une mission, on en porte la responsabilité. Il faudrait aussi que les juges, un jour ou l'autre, soient responsables. Moi je trouve que ce serait vraiment très très bien, du reste ce serait l'application de l'un des attendus de ce jugement. Bon, de toute manière, l'affaire elle n'est pas finie, mais on peut quand même considérer que cette décision enlève la dernière perfusion qui aurait pu permettre à Nicolas Sarkozy de revenir dans le débat politique. Enfin, en tout cas, ça ne va pas redorer l'image des politiques, hein, c'est sûr. Alors, autre question cette semaine, l'immigration. Alors, vous avez vu, la France a tapé du poing sur la table. C'est tout sur Sarkozy, vous n'avez rien d'autre à dire, non? Vous passez... Oui, parce que comme vous veniez de le rappeler, tout n'est pas encore joué, il fait appel. Oui, et puis quand même, je ne comprends pas que votre bon cœur ne nous précise pas que s'il doit purger sa peine dans son domicile... Ah oui, il y a pire comme geôle. Bon, il y a pire, hein? Bon, vous m'avez coupé la parole, j'en étais à l'immigration. Gilbert, la France a tapé du poing sur la table et face aux pays du Maghreb, elle a demandé la réduction du nombre de visas. Alors, c'est quand même une bonne chose, non? Oui, comme disait ma grand-mère, que vous n'avez pas connue. Non. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il est vrai que le réveil Macron a sonné à quelques mois des élections présidentielles pour réagir contre le fait que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, un peu moins, la Tunisie sont beaucoup plus correctes, refusent tout simplement d'accorder ce fameux laissez-passer consulaire, document qui permet de renvoyer dans son pays d'origine un individu qui ne veut pas y aller.
Alors on se retrouve comme cela avec des condamnés frappés par une obligation de quitter le territoire français qui ne veulent pas partir et les pays d'origine n'ont pas envie de se les coltiner dans leur prison, n'ont peut-être même pas envie de reprendre des individus qui, bien qu'étant des compatriotes, ont des comportements répréhensibles pénalement. Donc on se les garde. Et on n'arrivait pas jusqu'à présent à obliger les Tunisiens, les Algériens, les Marocains à récupérer leurs ressortissants. Voilà, la faiblesse de la France était à ce point qu'on n'y arrivait pas. Mais comme les élections s'approchent, comme la campagne quand même reflétant ce que ressent l'opinion publique, traduit une exaspération face à une immigration délinquentielle frappée légalement d'une obligation de quitter le territoire et qui y reste et qui continue souvent à commettre des infractions, eh bien, le monde politique qui ne veut pas être frappé d'une obligation de quitter le territoire politique réagit. Mais quand même, le 14 novembre 2020, c'est une date qui ne vous dira rien, bien sûr, M. Darmanin fait une tournée au Maghreb. Et quand on évoque la question des obligations de quitter le territoire, il dit on ne peut pas parler d'une situation bloquée en matière de laissez-passer consulaire. Alors, il y a un an, tout allait bien. Ce qui prouve qu'on ne peut leur accorder aucun crédit dans la parole qu'ils emploient. Et il remerciait même M. Darmanin. M. Darmanin, moi j'ai peur qu'il finisse sa carrière politique avec une scoliose, une courbure, j'ose même pas dire une courbature, une courbure de la colonne vertébrale, parce qu'à force de remercier, il va finir par prendre une tournure vertébrale tout à fait reptilienne. Il remerciait l'Algérie pour, tenez-vous bien, non mais ça vaut le coup d'écouter cette phrase et de la mettre en comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui au sujet des visas. Je remercie l'Algérie, disait Darmanin le Courbet, pour sa coopération en la matière. Eh oui. Et maintenant, ils en sont à supprimer, à réduire le nombre de visas. Mais on a bien d'autres moyens de coercition. On a les moyens financiers, on a les moyens universitaires, on a les moyens sanitaires, on a les moyens diplomatiques, on a les moyens d'entraide, mais on ne fait rien parce qu'on ne fait rien. Alors, moi, si vous voulez, j'ai essayé de tirer une leçon du comportement de M. Macron, qui donne des instructions pour qu'on réduise maintenant le nombre de visas. Bon, je me rappelle quand même qu'il avait promis, juré, craché, parole de Macron, qu'il y aurait 100% de reconduite à la frontière. Vous vous rappelez, hein ? Oui, et on en est où, d'ailleurs ? Sur 7731 ressortissants algériens frappés d'OQTF, c'est ça, oui, seulement 22 reconduites ont eu lieu. Alors, je vais faire des mathématiques, Gilbert, je vais ramener ça en pourcentage. Ça veut dire que, en réalité, depuis janvier, 99,8% des expulsions prononcées vers l'Algérie ne sont pas effectuées. On pourrait dire... C'est beaucoup, c'est très parlant. Cela veut dire que les hommes et les femmes qui nous gouvernent, le président de la République, le Premier ministre, ne se comportent pas en homme d'État parce que on sait depuis longtemps que des mesures auraient dû être prises pour reconduire chez eux les individus qui commettent, tenez-vous bien, des infractions chez nous. Mais que leur pays, Algérie, Tunisie, Maroc, ne veut pas les reprendre. Et c'est maintenant qu'on trouve un petit moyen de coercition. Mais un homme d'État, il agit en fonction de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il agit au moment où il doit prendre la décision dans l'intérêt général. Là, c'est dans l'intérêt de l'urne électorale. Et c'est là où on se rend compte qu'on a affaire à des hommes d'État qui ne sont pas des hommes d'État. Sinon, gouverner c'eût été prendre ses décisions bien avant et ne pas attendre la trouille électorale. Pour faire vrai,
pour dire vrai, ils ont une colique électorale qui devrait intéresser Véran, s'il ne s'occupe plus de vaccins, mais s'il s'intéresse encore un peu à la médecine psychosomatique. Alors Pascal Pichard, justement, a un commentaire à faire sur ce thème. Il nous dit « On ne peut plus se permettre de ponctionner les salaires des Français pour des raisons sociales. Ce sont les Français qui vont finir pauvres si on continue. L'immigration, oui, mais l'immigration choisie, comme la Suisse ou le Québec. » Mais oui, bien sûr. Mais c'est ce que l'on dit depuis des années et des années. Je n'ai personnellement jamais rien eu contre l'immigré. Il peut porter une histoire magnifique, il peut porter des souffrances infiniment respectables, mais c'est le phénomène collectif qui est préoccupant avec sa densité. Et la question de l'intégration. Et la question de l'intégration, avec l'incapacité où on est maintenant à la réussir parce qu'on est débordé, parce qu'on est incapable, parce qu'il y a aussi des lobbies. Il y a aussi des lobbies. Alors, on a appris récemment que le président d'une association de réinsertion, de logement des migrants, je ne me souviens plus de son nom, il a du pot, percevait à peu près plus de 10 000 euros par mois et avait un véhicule dont l'achat provoquait un crédit d'à peu près 1 500 euros par mois, je crois. Je ne me souviens plus de son nom, mais on en a parlé la semaine dernière. Ça va tellement vite. Bon, tout ça est absolument insupportable. Et bien évidemment, oui à l'immigration choisie, non à l'immigration forcée. Alors, vous le disiez, en fait, l'immigration, voilà, c'est l'épouvantail. Et alors, j'ajoute que en aucun cas, l'immigration doit être une force supplétive de remplacement sur le plan économique. Jamais, en aucun cas. En aucun cas, on a suffisamment de chômeurs et de pauvres en attente d'aide, en attente de travail. Que ce soit clair. Alors, ce thème de l'immigration, c'est l'épouvantail qu'on agite justement toujours en période préélectorale. Mais quelle est la réalité? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une vague migratoire qui va déferler sur la France, ou est-ce que c'est un fantasme? Alors là, selon que vous avez affaire au contrôleur de BFM TV, vous savez, oui, le fast-checking. Voilà, oui, moi je rôde ce terme. Comment on pourrait le traduire? C'est peut-être les faces de Tartuffe, les faces de faux cul, les faces de contrôleur. Il s'institue contrôleur de la vérité. Mais c'est quand même un phénomène, là aussi, sur lequel, sociologiquement, on devrait s'interroger. Qui leur a donné un diplôme? Qui leur a donné un brevet? Qui les a authentifiés? Si encore le contrôle était juste. Non, mais d'abord, il se plante sur le contenu du contrôle, mais c'est l'époque des auto-consécrations, des auto-certifications. Vous travaillez à BFM TV, vous avez de fait un certificat qui vous permet de dire que telle personne a dit la vérité, que telle autre personne n'a pas dit la vérité. Bon, je veux dire que ça commence, et ça rejoint tout à fait ce que l'Union européenne est en train de préparer avec des conseillers de confiance qui seraient amenés à contrôler en fonction de critères qu'on ignore, puisqu'on parle d'entités à l'heure actuelle et que les textes ne sont pas définitifs, mais qui seraient amenés à contrôler les fausses nouvelles, les nouvelles, les mensonges, les contenus haineux. Tout cela doit être réprimé, bien sûr, mais laissons la place aux juges. Ça suffit d'avoir ces concierges du contrôle permanent. Mais vous ne m'avez pas dit si il y avait vraiment une menace au niveau de cette vague mais tout le monde le migratoire. sait. Écoutez, en 2019, la France est le 2e pays destinataire pour les demandeurs d'asile. Bon, on pourrait reprendre tous les chiffres, on pourrait en discuter. On le sait, tout le monde le sait. Bon, du temps de Sarkozy, sauf erreur de ma part, c'était l'équivalent de la ville de Rennes qui entrait chaque année. Et ça s'est aggravé sous Macron. Bon. Alors, hasard du calendrier ou pas, l'annonce qui a été faite par le gouvernement est intervenue au moment même où Marine Le Pen présentait donc son projet de référendum sur l'immigration. Bon, j'imagine que vous l'avez suivi. En quoi consiste ce référendum? Alors, avant de parler du référendum, quand même, je reviens. Je m'excuse, je saute un peu du coq à l'âne. Je ne dirais pas qui est le coq, je ne dirais pas qui est l'âne. Chacun fera son choix dans l'invisibilité des choses, hein, comme disait Saint John Perse.
Mais puisqu'on parlait tout à l'heure de l'immigration, quand même, et qu'on parlait des faux culs. Ah, je sais à qui vous pensez. Emmanuel Valls. Je lis, vous en... Voilà. Ah non, mais il est sublime, lui. Non, mais c'est le Salvatore Dali du Figaro, retournement. C'est le Salvatore Dali du retournement. Aujourd'hui, il consacre une tribune dans le Figaro sur l'immigration zéro, non quel est le titre? Je m'en souviens plus. Enfin, c'est un article que vous allez voir, je crois, dans lequel il montre sa fermeté à l'égard de l'immigration qui préoccupe les Français, alors que quand même, Emmanuel, Manu, n'oublie pas qu'il y a la circulaire du 28 novembre 2012. Qui est son œuvre, donc. Signée Manu. Olé. Cette circulaire, alors cette circulaire, elle permet tout simplement la régularisation des étrangers sans papier pour les motifs suivants. Si les enfants sont scolarisés, les parents peuvent venir. S'ils sont sans papier, ils sont régularisés. Le conjoint en situation régulière permet la régularisation du conjoint sans papier. Et l'étranger qui entre mineur et qui devient majeur, il est régularisé. Voilà. Et puis quand même, alors là, ça peut se comprendre, le talent exceptionnel et le service rendu. Bon, voilà. Mais je trouve extraordinaire que l'homme qui a pris quand même une circulaire profondément idéologiquement immigrationniste vient maintenant nous faire le flamenco anti-immigration. C'est hallucinant de voir à quel point ils peuvent retourner complètement leur point de vue, leurs opinions. Mais on l'oublie. Oui. Qui se souvient encore de la circulaire du 28 novembre 2012 ? Personne. Ou même de la loi du 10 septembre 2018. Vous vous en souvenez? Oui, très bien. Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Et concrètement, ça se traduit par... Ça se traduit par le moyen de rentrer plus facilement, de rester plus facilement, d'éviter... Et puis aussi, il y a quand même un renforcement du rapprochement familial. Notamment l'Union européenne, là, y a prêté une main considérable. On pourrait citer des textes, voire même des décisions qui montrent qu'on a une position européenne qui est totalement immigrationniste et qui pèse lourdement sur nos décisions. Il ne faut ne pas l'oublier. Alors, une question de Martial Dumouriez-Horn. Comment exiger de ce gouvernement qu'il tienne ses promesses avec énergie, car trop de constats d'impuissance, ras-le-bol des chiffres truqués? Il y a trois formes, il y a trois moyens de mentir, disait, je crois, Bernard Shaw, je ne suis pas sûr. Le premier moyen, c'est de mentir. Le second moyen, c'est de mentir beaucoup. Et le troisième moyen, c'est de faire des statistiques. Bon, donc, je trouve, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais comment obliger les hommes politiques à tenir leurs paroles en ne votant plus pour eux quand ils n'ont pas respecté leurs engagements? C'est tout simple. Et aujourd'hui, grâce aux archives, grâce aux documents médiatiques, la palinodie, le reniement est constitué de fait. Mais on a l'impression qu'on devient un peu des êtres humains sans lendemain, comme si ce qui est arrivé hier ne portait pas sur demain. Tellement on est bousculé par les informations, tellement on est bousculé par les commentaires, tellement on prend peu le temps, comme disent les marins, de faire le point. C'est modestement ce qu'on essaye de faire ici. On n'y arrive pas encore, on essaiera de faire beaucoup mieux. Mais faire le point honnêtement sur ce qui se passe, parce qu'on est devenus des hommes et des femmes sans lendemain. Qui se souvenait, moi je l'avais oublié entre nous, pour être très franc, la circulaire de Valls. Il a fallu que je me replonge dans les documents pour préparer cette rencontre, que je la ressorte. Mais il est tellement gonflé, le type. Il vient se présenter comme s'il avait toujours lutté contre l'immigration sauvage, illégale, et alors qu'il a été l'un des chantres de la pérennisation de ce type de comportement. Alors j'en reviens à la question que je voulais vous poser tout à l'heure.
Marine Le Pen, elle veut l'avis des Français avec ce référendum. En quoi est-ce qu'il va consister Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée, mais c'est une idée qu'on développe depuis très longtemps. C'est pas d'aujourd'hui que nous prenons l'idée du recours au référendum. Moi, personnellement, quand j'étais député national, j'ai toujours défendu à plusieurs reprises l'idée du recours référendaire, parce que c'est le peuple qui décide. Les hommes politiques n'existent pas sans le peuple. Sans le peuple, un homme politique, il n'est pas là. Je crois qu'il devrait quand même, de temps en temps, s'en souvenir. Celles et ceux qui, avec leur belle écharpe, se pavanent, tout gonflé d'une prétention qui souvent n'est due qu'à aucun mérite. Hein. Mais s'ils sont là, c'est quand même parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, à un moment donné, ont pu croire qu'il valait la peine qu'on porte la voix sur eux pour les élire. Donc, oui, faire appel chaque fois qu'on peut au peuple, et s'il le faut, réviser la Constitution pour qu'on ait, sur toutes les questions de société, l'opinion du peuple. Ensuite, elle veut renforcer la protection de la nationalité et de la citoyenneté française, ce qui me paraît absolument évident. Bon, français d'abord, quoi, et français venus peu importe d'où, d'abord, hein, on n'a qu'un pays, nous, c'est la France. Hein. Alors, il y a une autre question. Et alors, il y a autre chose qui est importante, je sais que ça vous voulez absolument placer vos questions, mais il est quand même... C'est-à-dire que je constate que les internautes sont nombreux à réagir, donc j'essaie de donner la parole aux internautes. Notez-le. Oui. Tenez. Je vous donne un beau stylo, mais vous en avez un là. Ah oui. Vous notez, puis après, si je peux me permettre, hein, je voudrais Je voudrais pas être désobligeant, hein, vous n'êtes pas Ferrari, hein, donc... non, je suis plutôt sympa. Voilà, bon. Mais quand même, tant que, et ça je l'ai demandé à plusieurs reprises, étant député, ça ne servait à rien bien évidemment, hein, mais tant qu'on n'organisera pas la suprématie du droit français, la suprématie du juge français sur le droit européen et sur le juge européen, on n'aura aucune souveraineté. Donc la première chose à faire, reconquérir notre souveraineté du droit. On est maître de notre droit. Quand vous pensez que la Cour de cassation, dernière juridiction, ultime juridiction, s'en va quelquefois demander son avis aux instances européennes avant de décider, c'est qu'on n'a plus aucun pouvoir judiciaire, ni aucun pouvoir législatif. Et ça, je crois qu'il est temps de le récupérer. Allez, vos questions. Alors, la question de Pascal Pichard. Donc, concernant l'aspect électoral, chacun sait qu'aujourd'hui, le spectre de l'extrême droite continue d'effrayer une partie non négligeable de la population. Donc, comment aujourd'hui fédérer cette quote-part des Français qui hésitent? Cela pourrait faire basculer les suffrages. Il est clair que si la droite authentique, parce qu'on ne peut plus parler d'extrême droite quand il n'y a pas de droite. Vous n'allez quand même pas me dire que les Républicains constituent la droite. Non. Bon, on ne peut pas dire que l'archer, c'est la droite. L'archer, c'est l'archer. L'archer, c'est l'archer, voilà. Et heureusement, et on ne sait pas qui est le violon. Bon. Donc, si on arrivait à réunir, mais c'est un rêve, la droite authentique, la France est à droite, voire même dans une droite classique, dans une droite authentique. Mais comme nous perdîmes la Gaule face à Jules César parce que nous étions divisés, nous risquons de perdre face à un autre empereur qui n'a rien à voir avec Jules César, loin s'en faut, mais qui règne sur un empire plutôt tragique, comique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors la seule réponse à cette question, et moi je m'y évertue, j'essaye malgré tout de réunir. Hier, avant-hier plutôt, j'étais à Aix-en-Provence, où je suis allé en amitié parler à des royalistes. Tout à fait sympa, tout à fait ailleurs, et ailleurs du point de vue des idées, bien sûr. Hein. Et bien voilà, il faut essayer de se rapprocher. Voilà, on doit travailler à rencontrer les uns et les autres pour les réunir dans une espèce d'union. Moi, j'appelle ça
Alternative France. C'est un beau nom qui en dit long. Vous aurez l'occasion de nous en reparler? Oui, peut-être un jour, oui, c'est un mot qui me tient très, très au cœur. Alternative France. D'accord. Alors, il y a une autre question qui a de quoi préoccuper les Français, c'est la flambée des tarifs de l'énergie. Celle de l'énergie, celle des carburants aussi. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez que peut faire l'État? Vous connaissez toutes les augmentations, hein, je pourrais faire le savant et les énumérer. Hein. Le gaz, on va avoir une augmentation de 13,9%. Hein. C'est énorme. L'essence, ça va augmenter encore. Oui, je crois qu'à Paris, hier, oui, à Paris, il y avait hier, une pompe qui affichait 2 euros. 2 euros, je l'ai noté, oui. Le litre d'essence, oui, 2 euros. Ouais. Oui. Alors, bon, on a des hausses d'électricité, on a la hausse du prix du gaz, on a des hausses dans tous les domaines. Les taxes aussi locatives vont augmenter. Donc, on a affaire à un État qui nous pressure de tous les côtés. Et en même temps, le pouvoir d'achat va forcément souffrir. Hein. Bon, c'est dramatique. C'est dramatique. On va entrer dans une période où les temps vont être très difficiles parce que ce gouvernement ne tient aucun compte de la réalité. Voilà. Et la réalité, elle est quand même plus forte que tout. Et beaucoup de gens ont du mal à vivre. Et c'est pour ça, du reste, que le pass sanitaire est là, quelque part, je pense, pour tenir, pour contrôler, pour surveiller. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez, enfin, qu'est-ce que vous pensez que l'État pourrait faire par rapport à ce coût de l'énergie qui flambe? On a des moyens d'intervention sur la TVA, hein, sur la taxe intérieure de consommation. Et puis surtout, on pourrait éviter de faire des dépenses inutiles qui sont connues. Mais bon, on vit dans l'emprunt. On vit dans l'emprunt et on s'imagine qu'il n'y aura pas de lendemain. C'est une espèce de folie. Donc en attendant, ce sont les Français qui trinquent et comme vous aviez commencé à l'évoquer, en tout cas, on les soumet encore et toujours au pass sanitaire. Non, mais ça me préoccupe le pass sanitaire. C'est pour ça que j'ai anticipé, parce que je trouve que cette volonté de le prolonger, au-delà même des élections présidentielles, constitue une véritable atteinte à nos libertés. Ce n'est pas seulement mon opinion. Je lisais tout à l'heure et j'ai pris l'article exprès pour le lire parce que je trouve que c'est une opinion extérieure. C'est-à-dire vue d'Europe, c'est ça? C'est vue d'Europe, voilà. C'est une vision européenne de la situation et je crois que c'est bien d'avoir un regard européen qui intervient dans notre discussion. C'est Ana Navarro Pedro, qui est journaliste, dans un article du Courrier international. Et elle dit ceci: en France, la politique me semble très dure et normative. Le mot est lâché. Et normative. C'est-à-dire qu'on veut nous obliger, nous habituer à marcher dans les normes, dans la norme, dans des normes. Et ça, c'est anomalique. C'est anormal. Parce qu'on n'est pas fait dans un pays de liberté, qu'il est de moins en moins, pour vivre enfermé dans des processus réglementaires normatifs. Or, le pass sanitaire, sous le prétexte de la crise sanitaire, devient un instrument de coercition. Elle continue. La gestion de la crise sanitaire est très politique dans tous les pays. Il y a aussi des critiques un peu partout, mais en France, Darmanin envisage même, et c'est là où il ne faut quand même pas être dupe de ce qui pourrait se préparer, de faire un vote à distance. Vous et pensez cela que m'inquiète c'est un beaucoup. peu ce qui se cache derrière cette décision? Moi, je trouve que ils ont eu très peur avec les Gilets jaunes. Ils ont eu très peur avec les manifestations relatives au pass sanitaire. Et ils veulent contrôler par anticipation. Et ça, c'est la négation de la liberté. Et je pense que la pérennisation du pass sanitaire est un moyen de maintenir une espèce d'autoritarisme d'État qui est quand même assez unique du point de vue juridique, car on est dans un pays de droit d'exception. Et on s'habitue, l'air de rien, aux situations d'exception. État d'urgence sanitaire prorogé avec un Parlement immobile, aphone,
Un député qui nous dit que ça devrait devenir une espèce d'habitude. Parce que ça fait combien de temps, justement, que dure cet état Mais ça fait plus de 12 mois, plus de 18 mois. 18 mois, hein, c'est ça. On perd le sens de la durée. Hein. Mais ce qui est grave, c'est pas de se demander depuis combien de temps ça dure, c'est que ça va durer. C'est ça qui est inquiétant. Bon, les internautes n'ont pas réagi sur cette question et par contre, il y aura peut-être plus de réactions sur un sujet cette fois-ci européen. Gilbert, hier, la formation suprême de la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, a commencé à examiner les requêtes de 2 couples qui réclament à la France le retour de leurs filles, compagnes de djihadistes et leurs petits-enfants détenus en Syrie. Qu'en pensez-vous ? Alors, moi, je considère que ces femmes qui, aujourd'hui, pleurent pour revenir en France avec leur progéniture, sont parties dans des régions rejoindre des hommes qui faisaient la guerre à la France, qui font la guerre à la France. Elles ont donc fait le choix de la trahison. C'est ainsi que, du temps où les mots avaient un sens, on appelait un homme ou une femme qui quittait son pays pour rejoindre un pays qui tuait, qui assassinait. Or, les hommes qu'elles ont rejoints, ces mères de famille sur lesquelles il faudrait s'apitoyer, ont tué au Bataclan, ont assassiné, ont égorgé. Et maintenant, elles voudraient, sous prétexte qu'elles ont des enfants, revenir avec les enfants. Mais c'est du chantage. L'enfant devient en quelque sorte une monnaie d'échange. Oui, j'aurais bien voulu vous tuer. Oui, j'ai complètement prêté la main à l'homme qui soutenait les attentats, mais vous comprenez, il ne faut pas m'en vouloir, j'ai un enfant. Il m'a fait un enfant en plus, vous comprenez. Bon, non, intransigeance absolue, même si je n'irai pas donc même pour les au paradis médiatique, je considère que... Alors, c'est pas dit que la haute juridiction européenne va donner raison à la France, qui là a raison. C'est pas dit, parce qu'on a quand même une idéologie très particulière au sein de la haute juridiction européenne que l'on connaît, mais si ça devait être le cas, ce serait insupportable et intolérable. Et intolérable. Quand on part pour faire la guerre contre son pays, on ne demande pas à revenir dans le pays auquel on a fait la guerre. Ou alors on le paye. Voilà, votre réaction est surtout politique. Donc là, j'ai envie de m'adresser aux juristes. Sur le plan du droit, doit-on les rapatrier ? Parce que là, je cite, les avocats des 2 familles souhaitent la condamnation de la France, notamment pour violation de ses obligations, car elle exposerait ses enfants et leur mère à des traitements inhumains et dégradants, ou encore car elle violerait le droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention, dans la mesure où ces femmes et leurs enfants n'ont pas accès à leurs parents et grands-parents. Si, ils sont avec leur mère et père. Ils sont avec leur père et mère là-bas. Et ils sont allés les parents, ils sont allés de leur plein gré. On ne les a pas forcés à y aller. Alors ils viendraient nous dire maintenant qu'ils sont allés dans des régions où leurs droits ne seraient pas protégés, sans le savoir, sans le vouloir. Mais ils sont allés là-bas pour faire la guerre. Mais je veux dire qu'il faut devenir raisonnable. Ils ont voulu y aller. Ils y sont allés, qu'ils y restent. Et cette problématique, est-ce que vous diriez qu'elle dépasse la France ? Mais elle concerne plein de pays. Du reste, lors de l'audience dont nous parlions, il y avait des pays qui ont soutenu la France. Il y a plein de pays qui ne veulent pas récupérer ces femmes et ces enfants dont on ne connaît pas l'âge, du reste. Parce qu'il peut y avoir des enfants soldats aussi. Et on n'est pas les seuls à dire qu'on ne veut pas de ces enfants et de ces femmes. Ce sont des traîtres. Ils ont trahi leur pays. Et si au final la CEDH condamnait la France dans quelques mois, donc, quelle sera votre analyse ? Souveraineté juridique. Ça me conforterait une fois de plus dans l'idée que tant qu'on ne sera pas souverain sur le plan juridique, on sera un État sans force, sans bras. On n'aura plus le glaive, qui est l'un des symboles de la justice, avec la balance.
Alors, vous m'aviez accusé tout à l'heure de zapper un peu vite sur Sarkozy et moi-même j'ai loupé un commentaire de Jason Epp qui disait, ça va vous plaire en tant que député européen, on commence à être des champions d'Europe des mises en examen des personnes politiques. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Il faut bien qu'on soit champion d'Europe c'est dans un titre certains européen domaines. dont on se passerait, mais bon, il faut bien que sur le plan européen, on se fasse remarquer, vu qu'on ne pèse plus grand-chose, malgré le fait que nous allons prendre bientôt la présidence. C'est vrai, en janvier, je crois. Voilà, mais écoutez, arrêtez si vous ne savez pas, vous ne me posez pas la question. J'ai dit je crois, mais j'ai dit en janvier. Mais bien sûr, en janvier, mais bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, l'émission est terminée. J'en profite pour rappeler vous n'avez pas d'autres questions à aux poser? internautes. Non. J'en profite pour rappeler aux internautes qu'ils peuvent nous retrouver sur Telegram, sur le site internet gilbertcollard.fr. Retrouver l'émission aussi sur YouTube et envoyer leurs infos, leurs questions sur newsletter.gilbertcollard@gmail.com. Voilà, alors avant de vous quitter, je voudrais remercier les 4 ou 5 personnes qui m'ont contacté et que j'ai pu rappeler pour me soumettre des problèmes humains. On a essayé de les aider, on va continuer à le faire. Ce qui veut dire que si vous avez le besoin de nous contacter, pour des questions d'ordre général bien sûr, nous sommes là pour vous aider dans le cadre de notre mission de parlementaire européen. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous. Bonsoir à Gilbert. tous, bonsoir à toutes. Bonne soirée, bonne semaine et puis à la semaine prochaine et essayez de nous écrire pour nous poser les questions qui vous intéressent parce que ça nous oriente, ça nous permet d'être meilleurs. Hein. Voilà, et puis si vous avez des reproches à faire à Florence, n'hésitez pas. Et à moi aussi. Là, vous ouvrez la porte. Et à moi aussi. Surtout. Charité bien ordonnée commence par soi-même.